En juillet, retrouvez chaque soir le journal télévisé avec Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques et Thibaut Bastide. Découvrez notre émission Zoom avec les invités de TV Liberté, notamment Pierre Hillard, Patrick Liebrecht, Alain Sanders, Jean-Christophe Buisson. Retrouvez Politique Éco d'Olivier Pichon avec Charles Gave ou Pierre Jovanovic. Prenez le temps de découvrir Passé-Présent avec Philippe Conrad, La Petite Histoire avec Christopher Lannes, Perles de Culture avec Anne Brassier, ou encore l'émission de débat Tête à Clash, Immédiat avec Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp, et la semaine de Campagnole de Christian Combaz. TV Liberté est avec vous tout l'été. Foncez sur tvliberté.com. Chers téléspectateurs, TV Liberté vous propose de retrouver les meilleurs moments de notre programme Terre de Mission 2017-2018. Les invités de Jean-Pierre Maugendre et Guillaume de Thieulois vous font revivre une année catholique et cathodique riche en rebondissements. Nicolas de Villiers, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur artistique de la Cinécénie, du Grand Parc du Puy du Fou, mais nous vous interrogeons maintenant sur un épisode un petit peu plus lié à l'actualité du jour. Il s'agit du spectacle de Noël. Alors le mystère de Noël au Grand Parc du Puy du Fou, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'histoire de Noël, c'est-à-dire l'histoire de la nativité, qui naturellement est la belle et la grande histoire de Noël depuis 2000 ans, qui a donné lieu à cette grande fête familiale qu'est Noël. Et c'est pour ça que nous avons voulu, comme toujours au Puy du Fou, nous inspirer de l'histoire pour raconter une belle histoire qui appartient à tout le monde et qui est l'occasion d'une belle émotion. Alors depuis quand est-ce que ce spectacle existe par rapport à la Cinécénie et par rapport au Grand Parc ? Il y a un spectacle sur le thème de Noël depuis 2006 au Puy du Fou. Maintenant, ce spectacle a beaucoup évolué, il a pris des formes différentes. Donc ce spectacle Mystère de Noël tel qu'il est joué aujourd'hui a seulement 3 ans. Et il connaîtra d'ailleurs, je dirais, sa dernière séance le 23 décembre prochain, puisque nous aurons en 2019 la joie de présenter un nouveau spectacle, une nouvelle création originale au Puy du Fou, mais sur le thème de la nativité, là encore. Est-ce que vous observez que le public de ce spectacle est le même que l'été, ou est-ce que le public est un petit peu différent, le sujet étant un petit peu différent ? Le public est le même, hein. Ce sont nos visiteurs qui viennent nous voir de toute la France, qui viennent à Noël comme ceux qui viennent l'été. Donc c'est vraiment toute la France qui vient nous voir dans toutes ses composantes, y compris sociales, etc. Donc c'est socio-professionnel. Donc voilà, ce sont des visiteurs qui se reconnaissent au Puy du Fou, quelle que soit justement leur origine, leur opinion, etc. Et c'est ce qui fait la joie du Grand Noël du Puy du Fou. Bonjour ma mère. Bonjour monsieur. Vous avez donc été la principale rédactrice d'un ouvrage de géographie pour les enfants, pour les élèves du cours élémentaire. Alors pourquoi est-il important de parler de géographie aux élèves du cours élémentaire ? La géographie donne aux enfants l'habitude d'observer la réalité. Elle les met en contact avec le réel. Et cela est très important pour eux parce que beaucoup d'enfants sont fascinés par le virtuel. Ils se forgent un monde imaginaire et la géographie les aide à avoir les pieds sur terre. Par exemple, si nous prenons la première leçon du manuel, nous voyons une photographie de la ville de Menton. Les enfants suivent la ligne d'horizon avec leurs doigts et ils apprennent que l'horizon est la ligne où le ciel semble toucher la terre. À cet âge, les enfants veulent tout savoir, tout comprendre. Qu'est-ce que la mer, qu'est-ce que la terre, où vont les rivières. Et la géographie leur donne des réponses claires, précises. Elle les aide aussi à s'exprimer avec des mots justes. Alors vous écrivez, vous me l'aviez gentiment noté, que les guerres de Vendée sont la matrice de notre dissidence spirituelle. Pouvez-vous expliciter un petit peu cette formule forte ? Oui, matrice d'abord de nos dissidences spirituelles, tout simplement parce que la République, dans ses balbutiements, a mis en place la machine d'un terrorisme d'État qui a prétendu régir les consciences. Vous savez, les tyrannies anciennes, sous la Grèce antique par exemple, elles prétendaient asservir les corps, pas les âmes. Elles ne cherchaient pas à
faire penser selon un modèle préformaté les individus. On pouvait être esclave, mais parfaitement libre d'esprit. La révolution, c'est tout à fait autre chose. On va plier et asservir les corps parce qu'on n'a pas réussi à dompter les esprits. C'est, je le disais tout à l'heure, le ressort de la période de la terreur, c'est l'antichristianisme. C'est la volonté, effectivement, face à une population considérée comme livrée à l'obscurantisme et aux ténèbres. La nuit est complice des ténèbres, disait Victor Hugo, pour décrire le milieu dans lequel la chouannerie et l'insurrection vendéenne va se développer. C'est la volonté, effectivement, de créer une religion de substitution et donc d'amener les esprits à une croyance qui n'est pas la leur. Cette volonté d'asservissement de l'esprit, d'assujettissement de l'esprit, c'est le propos de tous les États totalitaires. Et la terreur n'aura pas d'autre objet, elle se justifiera par la résistance de ces mauvais esprits que sont les Vendéens. Mais il n'y a pas que les Vendéens, il y a la chauderie normande, il y a la Fédération du Lyonnais, en gros la France paysanne, la France qui s'oppose au nouveau pouvoir de la bourgeoisie d'adopter les dogmes de la Révolution. J'ai retrouvé une phrase de Michelet dans son histoire de la Révolution française qui dit absolument tout sur ce sujet. Il dit 40 000 chaires, il parle des chaires des prêtres, une par commune. 100 000 confessionnaux travaillaient en ce sens. Machine immense, d'incalculable force, qui lutta sans difficulté contre la machine révolutionnaire de la presse et des clubs, et contraignit ceux-ci, s'ils voulaient vaincre, à organiser la terreur. Alors aujourd'hui, ce serait peut-être un peu plus facile, il y a les chaînes d'information continues, il y a la pression médiatique, ça vaut plus que 40 000 chaires et 100 000 confessionnaux. Mais voyez-vous, l'enjeu était là. Domestiquer les esprits. Et c'est bien le propos des régimes totalitaires. Toutes les tyrannies anciennes ont asservi les corps, mais elles ne sont pas arrivées à faire plier les esprits. Le propre du totalitarisme, c'est de domestiquer l'esprit. J'aurais tendance à penser que du point de vue de la pratique dominicale, on n'est pas très loin de l'étiage. En ce sens que moi, je ne crois pas à ce qu'Emmanuel Todd appelle la crise terminale du catholicisme français, qui me paraît assez en forme pour un malade en phase terminale. Mais il y a un changement de format absolument spectaculaire. Et la pratique dominicale, au sens où on l'entendait avant le Concile, c'est-à-dire qu'il va à la messe tous les dimanches, pas une fois de temps en temps, est aujourd'hui à 2% ou un peu moins de 2%. Je pense qu'on n'est pas loin de l'étiage parce que le catholicisme rural populaire, qui a longtemps fait l'étau, a quasiment disparu du fait de la crise des vocations en particulier et du fait que le maillage paroissial n'est plus assuré. Donc ça a laminé la pratique rurale. Donc à mon avis, on n'est pas très loin de l'étiage du point de vue de la pratique dominicale. En revanche, du point de vue du catholicisme déclaré, je pense qu'on n'est pas au bout du tunnel, dans la mesure où il y a encore aujourd'hui peut-être un Français sur deux qui se considère catholique quand on lui pose la question dans la rue, mais une enquête récente sur la religion des jeunes Européens montrait qu'en France, 24% des 16-30 ans seulement se considéraient comme catholiques, contre 10% de musulmans ou 2% de protestants, et 64% de jeunes Français qui se considèrent comme sans religion. Donc 50% d'adultes qui répondent qu'ils sont catholiques aujourd'hui et 24% de jeunes, donc je pense qu'il y a encore potentiellement une division par deux de ce taux d'adultes déclarés catholiques parmi nous. Alors, quelle grâce particulière pouvons-nous demander à Padre Pio? Quel exemple il nous donne? En quoi peut-il nous aider aujourd'hui, 50 ans après sa mort? Moi, je crois d'abord qu'il faut lui demander la grâce de la fidélité et de l'obéissance à Dieu. Ça, c'est fondamental. La grâce de savoir prier comme il priait également, c'est-à-dire en s'oubliant complètement. Et la grâce d'avoir un regard de miséricorde sur tous nos frères, ne pas les juger. Ça me paraît très important aussi. Actuellement, on est constamment enclin à critiquer, à juger, à peser, etc. Je crois que Padre Pio peut nous apprendre à avoir un peu de recul par rapport à, je dirais, nos passions et nos élans premiers, et à remettre toutes les choses dans l'ordre de Dieu, sachant très bien que chacun est aimé par Dieu et que ce n'est pas à nous de juger. Y a-t-il des circonstances particulières pour l'invoquer? Je crois qu'on est tenté de doute ou de désespoir, dans la mesure où il a connu beaucoup de tentations de cet ordre, et où il peut nous aider pour ça. Le problème, dans le combat contre la pornographie, la base du combat,
le fondement essentiel du combat est évidemment de rétablir les notions de bien et de mal sur ce sujet. Car la sexualité déconnectée de la moralité ne peut pas marcher. Ça ne peut être qu'un désastre. La sexualité sans notion de bien et de mal, c'est chronique d'un désastre annoncé. C'est une évidence, c'est, je dirais, scientifique, technique, intellectuel, philosophique, ça ne se discute même pas. Et c'est comme ça depuis, je dirais, 20 siècles, depuis la naissance du Christ. Bon. Et on voit d'ailleurs que l'Église catholique a extraordinairement enrichi la problématique de la sexualité, pas du tout sur le dernier siècle, depuis des siècles et des siècles. Et puis, tout d'un coup, parce qu'il y a Internet, on estime qu'on ne peut plus, l'Église catholique, ne peut plus parler vraiment du bien et du mal. Le bien, c'est pour le bonheur des individus. Le mal, c'est pour le malheur. Donc quand on refuse de parler du bien et du mal, on refuse de parler du bonheur et du malheur des personnes, ce qui est quand même ahurissant. Et le fameux livre dont vous parlez, qui est effectivement un livre écrit par un évêque, Monseigneur Gobiliard, et une accompagnatrice en vie familiale qui est Thérèse Argot, est une pure catastrophe. Je le dis clairement. Pourquoi ? Parce que ce livre évacue complètement la morale. Thérèse Argot ne supporte pas qu'on parle du bien et du mal. Pour elle, la morale ne compte pas. On est dans un domaine technique, scientifique, psychologique, etc. Et donc, c'est un livre qui à la fois est pétri d'orgueil, c'est un livre abominablement orgueilleux. C'est-à-dire que avant ce livre, l'humanité était plongée dans un ténèbre total. Et puis ce livre-là, comme les évangiles, change la vie de l'humanité. Donc c'est pétri d'orgueil de page en page. Bon, voilà, spécialement, moi, il y a quelques passages qui m'ont un peu choqué. C'est ce passage qu'a cité le prieur du Barou, là, où elle dit que l'Église se taise. C'est monstrueux. L'Église est faite pour parler. Mais oser dire ça. Qui suis-je, Thérèse Argot? Qui suis-je pour oser dire que l'Église se taise? Enfin, c'est absolument aberrant. Bon, ça ne se discute même pas, c'est d'un orgueil absolument épouvantable. En ce moment même, on se termine, n'est-ce pas, les états généraux de la bioéthique, on va voir les conclusions, etc. Tout ça, c'est une farce. Hein. C'est une farce, l'affaire est pliée d'avance, on sait très bien où on va. Mais on interroge le bon peuple pour montrer qu'il y a de la démocratie. À quel point on est démocrate, oui. On se fiche du monde, purement et simplement. Et je dirais qu'on se fiche du monde parce que le président du Comité national d'éthique, le professeur Jean-François Delfroissy, a dit d'emblée de jeu qu'il n'était pas là pour juger, mais pour écouter les gens, et que, en ce qui le concerne, il ne voyait pas bien où était la différence entre le bien et le mal. Oui, j'ai vu ça. Ça commençait mal. Et pour manifester encore un peu plus le caractère de son relativisme, il est allé jusqu'à dire, regardez, en Chine par exemple, la science progresse, sous-entendu, pas chez nous. Et savez-vous combien de milliers de transplantations sont faites en Chine à partir des condamnés à mort? Ça fait rêver. Horrible. Alors il est allé jusqu'à dire ça pour montrer que tout était relatif par rapport à nos valeurs à nous. Or, avons-nous de si grandes valeurs encore? C'est pas sûr. Oui. D'une part parce que nos valeurs, qui étaient des absolus, le beau, le bien, l'amour, etc., deviennent aujourd'hui des moyens pour tuer ces valeurs et en mettre d'autres à la place. Le général de Gaulle, en 1962, en instituant l'élection de président de la République au suffrage universel direct, a en fait institué une monarchie élective. Parce que si on regarde bien et qu'on compare les pouvoirs d'un président de la République de la Ve République, après 62, qui a avec lui donc le Parlement, Sénat, Chambre des députés, le Conseil constitutionnel, mais il a beaucoup plus de pouvoir que Louis XIV. Je dirais au plus grand moment de ce qu'on aurait pu appeler sa monarchie absolue, qui n'a pas duré tout le temps. Donc, il s'agit de rendre au Parlement toute sa liberté et aux électeurs toute leur liberté avec un roi qui, en quelque sorte, aurait son individualité, il aurait bien sûr son individualité, comme tous les rois de France l'ont eu, mais sa légitimité ne viendrait pas d'une majorité de voix, mais elle viendrait du fond des siècles.